Bien. Alors, merci beaucoup. Jean-François, tu veux dire quelques mots? Alors, merci beaucoup Bernard pour cette conférence. Extrêmement dense et difficile parce qu'en l'espace de 1h15, tu as dû résumer 3 ou 4 livres au moins, à peu près. En tout cas, moi, j'ai vu passer des motifs de la misère symbolique, de prendre soin, et même du dernier, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, j'aurais un certain nombre de questions, à la fois peut-être de précision à te demander, puis de points de discussion. Mais je vais quand même commencer. Une pour écrire. Tiens, attends. Je vais quand même peut-être, parce que comme ta conférence était dense et difficile, peut-être te demander de préciser quelques points. Et je voudrais mettre d'abord ça en parallèle avec l'introduction et l'ouverture de Jean-François tout à l'heure. Il m'a semblé que dans son introduction, lorsque Jean-François rebondissait sur le thème de la prolétarisation de l'esprit, il avait en vue essentiellement le nouveau statut ou la nouvelle fonction des enseignants. Et que la prolétarisation de l'esprit, elle concernait, dans son introduction, prioritairement le désarroi ou le déplacement, en tout cas, de la fonction de l'enseignant. Et il m'a semblé qu'à l'inverse, mais sans doute pas complètement à l'inverse, dans ta conférence, s'il était question de la prolétarisation de l'esprit, ce que tu avais en vue plutôt, ce n'était pas la prolétarisation de l'esprit des enseignants, mais la prolétarisation de ceux qui, parce qu'ils sont dans cette pris de la jeunesse et des nouvelles générations, qui, parce qu'elles sont pris dans cette guerre pour l'attention et dans cette guerre pour l'esprit, ne sont plus à même de recevoir et d'être attentifs à la parole de l'enseignant, qui se trouve concurrencé par d'autres formes d'attention et d'hyperattention. Alors, est-ce que tu pourrais préciser là-dessus et peut-être, ça ce serait ma première question, nous dire ce qu'il en est pour toi de la fragilisation du statut de l'enseignant, de façon peut-être plus concrète, plus précise que tu l'as fait là, et en quoi cette prolétarisation de l'esprit affecte le statut de l'enseignant. La deuxième chose donc, je ne vais pas reprendre à nouveau la discussion qu'on a au moins depuis 5 ans ensemble et qui est presque un point de désaccord sur ton usage du concept de décadence, mais qui va beaucoup plus loin que simplement l'usage d'un concept, mais qui est dans le fond ce que je t'ai plusieurs fois demandé de préciser, et tu l'as fait là en un certain sens, dans des termes très radicaux, c'est de te demander de préciser quelle est la pensée de l'histoire ou la philosophie de l'histoire implicite derrière toutes tes analyses. Pensée de l'histoire qui se traduit dans la récurrence de termes comme intoxication générale, catastrophe et décadence. Alors quand tu dis, par exemple, l'histoire est toujours l'histoire des décadences, évidemment, là moi j'entends, parce que je sais que c'est un auteur que tu n'as pas cité cette fois-ci, mais qui est toujours à l'arrière-plan de tes analyses, c'est Nietzsche, et qu'évidemment, quand tu dis le concept de décadence, c'est toujours avec un œil du côté Nietzsche. Donc est-ce que tu pourrais simplement préciser pourquoi l'histoire est toujours l'histoire des décadences? Et il me semble que lorsqu'on dit que l'histoire est toujours l'histoire des décadences, ça consiste à tirer ton concept central de pharmacon dans un sens. Parce que peut-être tout le monde ne sait pas ici, en tout cas probablement la plupart le savent quand même, que ce qui caractérise le pharmacon, c'est qu'il est à la fois un remède et un poison. Mais quand on a une vision de l'histoire aussi, on va dire, catastrophiste, mais je mets des guillemets, que celle que tu présentes, elle a quand même toujours tendance à tirer le pharmacon. Bien sûr, tu dis, c'est aussi un remède. Mais il me semble que ta tendance lourde est de le tirer toujours quand même du côté du poison plus que du côté du remède. C'est-à-dire le remède, autrement dit, le remède pour toi, il est toujours à venir. C'est-à-dire, en gros, dans le programme, dans le caractère programmatique, si tu as besoin d'un programme, c'est parce que pour l'instant, ces nouvelles technologies sont bien un pharmacone, mais elles ont tendance
telles qu'elles sont mises en œuvre ou exploitées par les industries de programme, etc., à être tirées plutôt du côté du poison que du côté du remède. On peut s'arrêter là pour... J'en ai encore quelques-unes. Non, mais c'est bien, mais commençons par répondre à ces deux-là. Eh bien, répondons à ces deux-là. D'accord. Déjà, on peut... Parce que j'en ai plein d'autres. Hein. Non, mais je sais bien, c'est pour ça que je préfère t'arrêter tout de suite. Mais je vais aller rapidement, je promets. Ça, j'ai beaucoup de doutes. Oui, bon. Commençons par la question de la décadence. Ce que j'appelle décadence, c'est un processus d'intoxication, en effet. Il y a toujours des processus d'intoxication. Je parle ici en me référant à Freud, que j'avais cité dans mes créances et discrédits d'ailleurs, qui explique cela, qu'il y a toujours des processus, des moments où on n'arrive plus à évacuer les toxines, parce que des toxines, on en produit en permanence. Et il y a toujours des moments, c'est ça les moments de pathologiques, disons, il y a toujours des moments où les toxines, on ne parvient plus à les éliminer pour des raisons diverses ou variées. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup parlé de ça, c'est Canguilhem. J'ai personnellement une théorie des toxines. La vie est toxique, en règle générale. La vie, c'est ce qui produit des toxines. C'est ce que dit Freud en disant, si vous prenez des paraméciques, vous les laissez dans un bain, elles vont s'autodétruire parce que si elles n'ont pas un système qui va les limiter dans leur expansion, elles vont s'empoisonner, les unes les autres, à travers leur déjection. Bon. C'est un texte fameux de Freud sur l'intoxication. J'ai une théorie de l'intoxication noétique, qui est que alors évidemment, mon concept du nous, c'est absolument hétérodoxe, hein, ça c'est clair. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient jamais soutenu que le nous, c'est-à-dire l'esprit, ait quelque chose à voir avec ce que j'appelle la techné. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a soutenu ça. Il y en a eu quand même, il y en a eu quelques-uns. Quoi qu'il en soit, ce que je soutiens, moi, c'est que le nous étant technique, et la technique étant toujours capable de produire de la toxicité, ce que j'appelle toxicité pouvant être de la violence, pouvant être toutes sortes de choses, hein, donne un pouvoir qui m'échappe, qui est plus grand que moi, ce que les Grecs appelaient l'hubris, eh bien, nécessairement, la vie de l'esprit produit de la toxicité. Ce que dit, c'est ce qui est à l'horizon des questions que pose Paul Valéry. Je soutiens que les grands moments de l'histoire où des époques se tournent sont des moments de décadence, au sens où quelque chose de nouveau surgit dans un horizon qui s'était stabilisé, ou plus exactement, il faut parler dans les mots de Simondon, qui s'était métastabilisé, qui était arrivé à un acmé, un état de civilisation optimale, qui faisait que ça, voilà, c'était pas du tout la décadence, c'était la civilisation, et tout à coup, un facteur de déstabilisation arrive, très souvent, il est technique, et ce facteur de déstabilisation, eh bien, produit d'un coup massivement de la toxicité. Toutes sortes de toxicité d'ailleurs, pas simplement une toxicité. Ce sont des phénomènes systémiques qui ont été décrits par Bertrand Gilles comme des phénomènes de désajustement. Et là, le pharmacone apparaît comme effectivement un processus catastrophique, mais je me permets de rappeler que dans un livre que j'ai appelé « La catastrophe du sensible », je souligne que la catastrophe, c'est pas du tout l'apocalypse. Et que la catastrophe, pour moi, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs dit tout à l'heure, j'espère que nous connaîtrons encore des décadences. Parce que c'est ça le processus de l'histoire. Et ça, c'est Nietzsche. Et à ce que j'ajoute à Nietzsche, si je peux me permettre d'y ajouter quelque chose, c'est que ça relève de ce que j'appelle un double redoublement épocal. Pour qu'une époquée se produise, c'est-à-dire pour qu'une catastrophe, c'est vécu comme une catastrophe. Le premier moment de l'époquet est toujours vécu comme une catastrophe. C'est le monde, tout fout le camp, le monde s'écroule, etc., etc. Et pour qu'une époquée se produise, il faut d'abord qu'il y ait un premier ce que j'appelle un redoublement épocal, qui vient, époquet veut dire ce qui suspend les programmes en vigueur. Voilà. Les rituels, les modes de vie, l'hygiène, les rapports intergénérationnels, tout ça. Et c'est vécu comme la fin d'un monde. Donc la fin d'un monde, ça s'appelle une décadence. C'est la fin d'un monde, c'est la décadence d'un monde. Et c'est effectivement sa décadence. Et c'est pas du tout parce que le pharmacone est absolument intrinsèquement un poison. C'est parce que les intellos sont pas capables d'en faire un remède. Et les intellos de cette société, et ces intellos, ça peut s'appeler un chaman, ça peut s'appeler un prof d'université, ça peut s'appeler un responsable de parti politique, tout ce que vous voulez. Ce sont ceux qui sont en principe en charge du pouvoir symbolique.
c'est-à-dire spirituel. Ça, c'est exactement le type d'énoncé avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Alors, je sais bien. Les intellos ne sont pas capables, parce que c'est une généralisation que je trouve compliquée. Je me demande sur quel savoir tu t'appuies pour pouvoir dire les intellos, ou les professeurs, ne sont pas capables de faire du pharmacone Mais c'est un état remède. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir alors qui doit faire de ce pharmacone un remède. Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont les intellos? Est-ce que ce sont les élèves aussi? Est-ce que ce sont ces jeunes générations? Et est-ce que tu penses qu'effectivement les jeunes générations n'ont affaire à ces nouvelles technologies que comme un poison et qu'elles sont elles-mêmes incapables d'en faire singulièrement, individuellement, un remède? Non, bien au contraire. Je pense que précisément, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il se passe des tas de choses et que la pharmacologie positive, elle ne nous attend pas pour se développer, elle se développe déjà. Et qu'il se passe des tas de choses, y compris chez les intellos, de tout à fait inventives, toutes sortes de choses inventives. Simplement, ce que j'essaye de poser, c'est qu'il y a toujours, à partir du moment où ce que je viens d'appeler les intellos, mot que je suis d'accord avec toi, qui ne veut rien dire, mais qui circule. Surtout que tu as dit juste avant que ça ne voulait rien dire, puisque tu as dit que tu récusais l'opposition intellectuelle, manuelle, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'on appelle ainsi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle ainsi? C'est un processus qui fait qu'à un moment donné, un champ, je dirais une sphère, qui relève de ce qu'on pourrait appeler la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle n'est pas nécessairement du côté, effectivement, des intellectuels. N'arrive pas à faire avec quelque chose qui est en train de surgir. Et n'arrive pas à faire avec, c'est parce que c'est tout à fait normal. Par exemple, prends les textes de Joly sur l'histoire du livre, là où il explique ce qui se passe lorsque le livre imprimé apparaît et les processus de dénégation qui durent au moins 50 ans sur le fait que le livre imprimé n'existera jamais, que jamais on ne lira des livres imprimés, etc. etc. Bon, c'est le champ, disons, si tu veux, des clercs, pour ne pas dire des intellos. Et ces clercs, il y en a de toutes sortes. Et c'est bien les clercs, parce que les clercs furent pendant jusqu'au XVIIIe siècle, à partir du XIXe siècle, ça change. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, ils furent en charge de cet ajustement. C'est eux qui produisaient l'ostium. Alors, je pense que ça se produit toujours, et que le problème, c'est que, moi je m'intéresse de plus en plus à la figure de Martin Luther, par exemple, parce que ce qui se joue avec Martin Luther, c'est une espèce de mise en scène de cela extraordinaire, avec des débats sur l'interdiction d'annoter les Bibles, condamnation, on peut aller en prison, si on annote une Bible, etc., qui ressemble incroyablement à la question de la dopie, par exemple. Bon. Et ça, ce sont des choses qui sont dans l'histoire très courantes, ce ne sont pas du tout des choses nouvelles. Donc voilà, je ne dis pas du tout que le pharmacone est toujours un poison. Ce que je dis, c'est que le pharmacone commence toujours par être vécu comme un poison, ou bien par être un objet de dénégation, c'est-à-dire, voilà. Après, la question que tu posais, qui peut faire du pharmacone un remède? Tout le monde. Tout le monde, surtout dans la société contemporaine. Parce que la société contemporaine n'est plus la société du XVIIIe siècle, où il y avait une séparation claire entre l'ostium, le négocium, les clercs et les travailleurs manuels, ou les gens du commerce. Après, sur la première question... Oui, sur la prolétarisation de l'esprit... Alors, tu as tout à fait raison. Ce que disait Jean-François au départ n'était pas la prolétarisation dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en même temps, c'est totalement lié. Alors, c'est ce lien-là que je te demande de faire. C'est ce que tu as un peu pressenti. Il y a deux types de prolétarisation, mais je dirais que la prolétarisation dont parlait Jean-François est pour moi une conséquence de celle dont je parlais. Ce que je veux dire par là, c'est que si les enseignants sont réduits à ce statut prolétarisé, si je puis dire, c'est parce qu'ils doivent se soumettre à une demande, qu'en fait ce ne sont plus des académiques au sens strict du mot, et que soit comme enseignants du primaire et du secondaire, ils doivent répondre à une demande d'éducation au sens d'employabilité, de mise sur les rails d'une machine à produire des producteurs,
soit en tant qu'enseignants du supérieur, ils sont là pour accompagner la guerre économique et se soumettre à des finalités qui ne sont pas les leurs. Et c'est cela qui induit le statut de prolétarisation ensuite, et non l'inverse. Parce que, alors après, pour moi, les prolétarisés, ce ne sont pas seulement les élèves. Tout le monde, moi aussi je le suis. La prolétarisation est une condition à laquelle tu n'échappes pas, Marc, personne n'y échappe. Et c'est la condition pharmacologique. Donc la prolétarisation, c'est ce qui fait que régulièrement, je crois pouvoir déléguer à des machines, etc. un certain nombre. Et non seulement je crois pouvoir le faire, mais je suis obligé de le faire. Et donc j'organise, consciemment ou pas, la plupart du temps inconsciemment, des pertes de savoir, des pertes de lucidité, auxquelles je ne peux pas échapper en plus. Hein. Donc moi, la prolétarisation n'est pas le diable pour moi qui serait advenu par exemple avec le capitalisme. La prolétarisation, ce que j'essaie de dire depuis quelques années, c'est que le premier à la pensée, c'est Platon. Et que le problème, c'est que Platon la présente comme quelque chose de quoi on pourrait sortir alors qu'on ne peut pas en sortir. C'est un processus pharmacologique. En revanche, on peut lutter contre la prolétarisation. C'est pas du tout la même chose. On ne peut pas sortir, par exemple, de la mortalité, mais on peut faire en sorte de vivre le plus longtemps possible. Hein. Donc, il y a des gens qui prétendent qu'on peut sortir de la mortalité, il y a des programmes scientifiques même qui se développent pour cela, peut-être. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Mais en tout cas, jusqu'à très peu de temps, on considérait qu'on ne pouvait pas en sortir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire contre la mort. Ça veut dire que apprendre à mourir, apprendre à vivre, c'est la même chose, et qu'il faut faire avec la mort. Bon. Eh bien, le pharmacone, c'est pareil, et la prolétarisation, c'est la même chose. Alors, après, qu'il y a une situation des enfants qui sont aujourd'hui très gravement prolétarisés, et leurs parents encore plus que... Parce que ceux qui sont prolétarisés aujourd'hui, ce sont les parents. Parce que, pourquoi les parents sont-ils prolétarisés? C'est parce qu'ils sont court-circuités dans la fonction de formation de l'attention de leurs enfants. Et la formation de l'attention, c'est d'abord les parents qui doivent la donner. Là-dessus, je suis anti-platonicien, je suis anti toutes sortes de discours qu'on a pu entendre, qui considèrent qu'il ne faut pas parler de la famille parce que c'est réac, etc. Non, je pense comme Winnicott, que la relation qui se construit autour de l'objet transitionnel est irréductible, et que c'est ce que Bowlby a montré en Angleterre, pas en s'appuyant sur les théories de Winnicott à l'époque d'ailleurs, et que quand on la réduit cette relation, et ça se fait aujourd'hui de manière massive et industrielle, on prolétarise la situation parentale. Ça, c'est une situation récente et gravissime, dont évidemment tout ça fait un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les enfants sont prolétarisés, les profs sont prolétarisés, et Alan Greenspan est prolétarisé. Donc c'est un processus, voilà, avec lequel il faut lutter, mais... Oui, mais alors, est-ce que tu peux spécifier comment? Là, parce que quand tu expliques que la révolution des rétentions tertiaires produit des courts-circuits. Alors, est-ce que tu peux dire si, selon toi, cette révolution des rétentions tertiaires court-circuite la parole de l'enseignant, et comment elle la court-circuite? La court-circuite tant que l'enseignant n'est pas capable de faire quelque chose de ses rétentions tertiaires. C'est-à-dire que tout le discours que j'ai tenu depuis le début de cette conférence, c'est que le pharmacone court-circuite quand on n'est pas capable de faire des circuits longs avec. C'est pas le pharmacone qui court-circuite, c'est notre incurie vis-à-vis du pharmacone. Donc... bon, si tu veux, là je prends la position, par exemple, que Marx a sur la machine-outil. Jamais Marx n'a dit il faut détruire la machine-outil. Il dit ça, c'est une position réactionnaire, et c'est pour ça qu'il dit dans le manifeste du Parti communiste, la grande classe révolutionnaire, c'est la bourgeoisie, aujourd'hui. Et il faut que le prolétariat devienne révolutionnaire, mais pour le moment, il est réactionnaire. Mais oui. Donc, donc, il faut devenir révolutionnaire. Et aujourd'hui, voilà, la question c'est comment il y a une révolution des rétentions tertiaires dont je parlais tout à l'heure, mais c'est une révolution, si je puis dire, en puissance, qui est aujourd'hui extraordinairement intelligemment mise en œuvre, intelligemment d'ailleurs en tâtonnant aussi, hein, par une métisse du marketing dont il faudrait revenir, je ne vais pas m'appesantir sur l'histoire de Facebook et de ces choses-là, mais il faudrait regarder en détail la métisse de ces réseaux sociaux, comment elle s'est développée, sans aucune volonté d'en faire quoi que ce soit de ce genre, parce que ça n'a jamais été le but des gens qui ont fait ça.
Mais par contre, il y a une espèce d'intelligence de la rétention là, qui met au service de quelque chose qui personnellement m'attriste, et me paraît menaçant tant qu'on n'est pas capable de le penser. Donc la question du pharmacone, c'est ce que j'essaye de dire tout à l'heure, c'est pas de résister au pharmacone, on ne peut pas résister au pharmacone, c'est d'inventer avec le pharmacone. Alors concrètement, puisque tu me demandes des exemples, moi par exemple, j'ai été très heureux, j'ai fait des conférences, des cours il y a 3 ans à Princeton, je suis arrivé, on m'avait fait un blog de mon UV, mes étudiants il y en avait 8, ils avaient tous préparé, quand pendant que je travaillais, ils faisaient tout un réseau social, le cours était devenu un réseau social, et c'était absolument passionnant. C'était absolument passionnant parce que tout à coup, ces dispositifs rétentionnels nouveaux devenaient des choses qu'on explorait académiquement. C'était pas des gadgets pédagogiques. Voilà. Bon, moi j'essaye en ce moment de faire un séminaire avec des doctorants en ligne, en visioconférence, où on travaille énormément avec Google et on essaye de théoriser Google. Qu'est-ce qu'une question sur Google? Est-ce qu'il y a des questions sur Google? Ou comment la question se remet à travailler? Google, j'appelle ça la machine à questionner. Bon. Et je pense que si on ne travaille pas sur ces trucs-là, comment voulez-vous qu'on aille former des gosses à l'école qui, eux, de toute façon, avant même, ils en savent 50 fois plus que vous sur ces sujets-là. Et donc, il y a un travail à faire. Voilà, et je pense qu'il faut... C'est pour ça que je parlais dans mes propositions, je le disais tout à l'heure, il faut intégrer l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, supérieur. C'était mon 3e point. Et 4e point, il faut refonder une industrie éditoriale, un espace de publication où il faut véritablement lancer des programmes de travail. Parce qu'il se fait des choses absolument fabuleuses avec ces outils-là. Et comme on ne l'investit pas, ce qui domine, ce sont des choses absolument redoutables. Oui, mais ce qui prouve là que ça ne produit pas que de la désindividuation. Ça produit tout le temps de l'individuation. C'est ce que j'arrête pas de dire. Mais c'est ce que je n'arrête pas de dire. Mais simplement, ça ne se produit pas tout seul, mon cher Marc. Si tu t'en occupes pas, ça ne se produit pas tout seul. C'est ça que... Ça fait 30 ans que je dis, donc tu as dû t'en apercevoir depuis 30 ans. Mais en revanche, ce que je dis, c'est que si on se dit ça va pousser comme des champignons, non. C'est le boulot de l'université. C'est ça que je dis. Donc, lire Heidegger, lire Husserl, lire Derrida, c'est ce que je fais tout le temps. Mais si on ne mobilise pas ces lectures au service de ce contexte pharmacologique, je ne vois pas l'intérêt. C'est ça que je suis en train de dire. Bon, alors on va peut-être donner la parole à la salle qui doit avoir pas mal de questions. Dans les quoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. Oui, ce que je trouve assez étonnant au fil des conférences, auxquelles j'ai assisté de quelques conférences, et là vous venez de dire c'est que vous dites la solution vient, on pense que la solution pourrait venir des intellectuels, alors des universitaires, des gens qui détiennent le savoir, et en même temps vous dites, mais finalement on est à la crainte des grandes évolutions technologiques. Et en fait, ce qui me préoccupe, c'est que les solutions, les inventions sont au niveau de l'industrie. Et l'industrie, vous la rejetez systématiquement. Je la rejette, moi? Oui, c'est correct. Vous avez parlé des chevaliers, etc. Effectivement, ceux qui détiennent le pouvoir, les moyens de production, donc l'analyse de Marx, etc. Mais il y a justement, dans l'industrie des prolétaires, les cadres qui sont effectivement de plus en plus dans la stratégie du prolétariat, mais la solution ne peut pas venir uniquement des intellectuels, des universitaires. Il faut qu'il y ait une jonction. Et ça, je ne le vois pas dans vos propositions. Mais ça, alors là, je suis archi d'accord avec vous, cela dit. Et je suis archi d'accord avec vous, c'est la raison pour laquelle j'ai très rapidement mentionné ce texte que j'ai appelé pour une nouvelle critique de l'économie politique, parce que je ne crois pas du tout, moi je fais partie, comme Marx, de ceux qui ne croient pas que les intellectuels peuvent résoudre D'abord, premièrement, je pense qu'il n'y a pas de solution, donc ce que je cherche, ce n'est pas des solutions, c'est des nouveaux modes de vie. Bon. Je ne crois pas du tout aux solutions.
En revanche, je crois aux bons problèmes, c'est-à-dire aux problèmes intéressants et aux inventions. Alors là où par contre je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que non, je ne suis pas du tout contre l'industrie. Simplement, bien au contraire. Au contraire, j'essaye de dire depuis pas mal d'années que nous ne sommes pas du tout dans une société post-industrielle, que nous sommes dans une société industrielle et qu'il faut maintenant accepter de vivre dans une société industrielle. Mais en revanche, la question de l'invention, d'abord l'industrie, elle a besoin du savoir. Ce qui fait que l'industrie produit, c'est que les universités travaillent pour elle. S'il n'y avait pas de production des universités pour l'industrie, il n'y aurait pas de production industrielle. Vous savez, je connais très bien ce sujet-là. Je travaille avec les industriels, je dirige un institut de recherche et d'innovation, j'ai été directeur d'une entreprise de 1000 personnes, bon, et c'est un sujet que je connais vraiment assez bien. Ce qui fait que l'industrie se développe, c'est le pouvoir académique. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout en train de dire que ce sont du coup les académiques ou les intellos, comme je l'ai dit à Marc, qui peuvent changer. Non, je ne crois pas du tout ça. Ce que je crois, c'est qu'il faut, je pense que les intellectuels, ou d'ailleurs en général je préfère dire les penseurs, les universitaires, les chercheurs, les philosophes, ou les artistes, ou les écrivains, les intellectuels, c'est pas un mot que j'affectionne, la vie de l'esprit, les travailleurs de la vie de l'esprit, ce sont des gens qui doivent et qui peuvent contribuer à un processus critique, fondamentalement. Mais ce processus, excusez-moi, je termine juste ça, ce processus critique n'est absolument pas un rejet. Le processus critique, c'est un processus qui va, au contraire, affirmer la nécessité de l'histoire du temps dans lequel on vit, mais en y produisant une bifurcation. Voilà. Mais est-ce que l'appauvrissement des intellectuels ne vient pas des intellectuels eux-mêmes? L'appauvrissement, vous dites? Des intellectuels. C'est-à-dire intellectuels ne vient pas aussi des intellectuels eux-mêmes. C'était bien le jeu de 68 aussi. C'était de remettre en question une espèce de savoir fermé. Et donc, effectivement, il y a le pouvoir du marché, il y a le néolibéralisme, mais il y a derrière aussi la capacité des intellectuels du savoir à se soutenir. Il y a un renoncement. Il y a un renoncement à la critique de l'économie politique. Pour moi, c'est purement et simplement ça. Rien d'autre que ça. Mais tout ça. L'économie politique, c'est colossal. On y a renoncé. Alors, après 68, il y a eu quand même beaucoup d'effets problématiques, divers et variés, que j'ai analysés dans un livre, dans le 3e tome de Mes créances et discrédits, enfin le 2e et le 3e, surtout le 3e. J'ai essayé de montrer comment, en m'appuyant sur Boltanski, mais en essayant de critiquer le discours de Boltanski lui-même, parce que je ne le trouve pas clair du tout en réalité, comment ce qu'il a appelé la critique artiste, etc., a été mise en œuvre par le CNPF à l'époque, Yvon Gattaz, dans des rencontres de 1976, comment mettre 68 au service d'une repensée qui a conduit à la flexibilisation, tout simplement, et aussi à un détournement de l'économie libidinale, enfin un détournement, à une liquidation d'une certaine façon de construire une économie libidinale qui est une affaire de pharmacone, parce que l'économie libidinale c'est une affaire de fétiche, de fétichisme, ça commence avec le fétiche, l'économie libidinale, donc c'est une pharmacologie. Et d'autre part, évidemment, il y a eu la catastrophe, socialo-communiste des pays de l'Est, etc., qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de... Bon, on a fui le monde de l'économie politique en se disant, mais tout ça est puant, et c'était effectivement puant. Sauf que c'est là où c'est puant qu'il faut aller. C'est là où ça sent mauvais qu'il faut penser. Effectivement, par exemple... l'obsolescence de l'homme, ça s'occupe de ce qui pue, quoi. Et on peut toujours se dire, on va se concentrer sur... moi, je défends absolument, par exemple, le texte de Heinz Wiesmann et Judet de Lacombe sur la défense des humanités, etc., parce que je suis absolument convaincu qu'il y a une nécessité irréductible, qu'il ne faut pas transiger là-dessus, dans la mesure où je pense qu'il est absolument fondamental de passer par cette pensée des humanités pour penser l'avenir de l'industrie. Mais si c'est pas pour ça, je ne vois pas le faire. Alors, mais je ne suis surtout pas contre l'industrie. J'ai été très étonné que vous me trouviez contre l'industrie, comme je suis très étonné que Marx imagine que je pense que le pharmacone n'est pas bon. Je dis le contraire depuis tout le temps. D'autres questions ?
J'avais une question portant sur un point de départ, c'est-à-dire la fonction définitoire de l'université comme recherche de la vérité. Et cette question-là de la vérité, finalement, j'ai l'impression qu'elle travaille quand même très profondément tout votre discours, et donc ensuite elle va se reformuler avec Husserl, comme est-ce que finalement l'articulation, est-ce que le dialogisme, est-ce que les circuits longs dans les rétentions tertiaires ne peut pas produire dans le sujet des rétentions primaires qui seraient de l'ordre d'une évidence de la vérité. Alors, moi je me posais la question suivante, c'est est-ce que finalement ce que fait Simondon et après lui Deleuze, c'est-à-dire de penser ce qui se passe dans la pensée comme par exemple circuit long d'individuation et de transindividuation, ne permet pas de nous affranchir réellement, très concrètement et très décisivement du paradigme de la vérité, qu'on conçoive la pensée comme atteinte de la vérité, ou alors, comme d'habitude et de façon très classique, comme simple recherche infinie, indéfinie de la vérité, ouverture à la vérité, etc. Ce point me paraît fondamental, parce que moi, je répondrais qu'avec Deleuze, justement contre Derrida, il se joue ceci même. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Non seulement, alors, Derrida fait bien sûr la déconstruction du paradigme de la vérité, n'empêche qu'effectivement, vous le rappeliez, profession de l'enseignant, rechercher la vérité. Ceci demeure. Alors, évidemment, tout dépend ensuite de ce qu'on va appeler vérité. Mais est-ce que Deleuze, par exemple, et avec lui, avant lui, Simondon, ne permettent pas de s'en affranchir décisivement? Mais alors, en le remplaçant par quoi? Eh bien, précisément, moi je dirais, l'idée ce serait, et c'est là où il y a peut-être invention d'un nouveau mode de vie, publiquement, et quelque chose qui peut être publiquement adressé. Est-ce qu'il faut défendre la pensée comme atteinte ou recherche de la vérité, ou alors la pensée comme expérience même de la création? Moi, personnellement, je pense que c'est une très vieille question et qu'elle commence avec Platon. Et finalement, chez Platon, l'anamnèse, dans le Ménon, par exemple, peut être conçue, ou dans la République, comme retour à la vérité même, à l'en-soi, des idéalités, mais aussi à la réalité, à l'essence ultime du monde, etc. Mais, chez Platon, de façon absolument magnifique et dans l'immense polyphonie des dialogues platoniciens, il y a une toute autre compréhension de la pensée, qui est que la pensée est un enfantement. Et c'est-à-dire qu'elle est portée par un désir, et que le désir aboutit lorsqu'il y a naissance d'un enfant. Mais c'est-à-dire, naissance d'un enfant, c'est-à-dire création de quelque chose qui a pris corps, qui a pris forme, et qui se met à vivre de sa propre vie. C'est-à-dire que le processus d'individuation culmine dans la donation, ou c'est pas une donation, parce que ça passe à travers, mais dans le surgissement, l'événement de la naissance d'une nouvelle vie. Et c'est-à-dire que le discours, par exemple, le discours de la géométrie, pour prendre tout exemple, va se mettre à vivre de sa propre vie, mais pas seulement, tout n'est pas... C'est pour ça, il n'y a pas que la géométrie et le discours rationnel, non, il y a l'art, il y a toutes les formes de création possibles. Alors, moi, il me semble que chez Platon est profondément travaillé par ça. Donc, Platon, ce n'est pas que les idéalités de la République, c'est l'immense compréhension de la pensée comme Eros créateur, et enfantement, qui se joue très particulièrement dans la première partie du Phèdre. C'est peut-être pas un hasard si dans la deuxième partie, on revient à la question de l'écriture. Et l'écriture qui ne sert pas la création, mais l'écriture qui sert la guerre, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Et alors, donc, sur ce point, alors, moi, ma question, c'est comment se fait-il qu'une pensée aussi radicale, qui va dans le sens de Simondon et de Deleuze, maintient quand même le paradigme, la figure, tellement déconstruite de la vérité? Et pourquoi, et ceci va avec, est-ce que dans l'époque contemporaine, où les attentions sont tellement captées, effectivement, par les réseaux, les écrans, etc., est-ce qu'un discours de la vérité, sur la vérité, et même, je veux dire, la proposition publique, ce qu'on veut, c'est vivre dans la paix. Et la paix en vue de la recherche de la vérité,
Est-ce que ceci est vraiment audible aujourd'hui? À mon avis, moins que jamais. Mais aussi parce que peut-être que l'époque contemporaine, et c'est par hasard si, suite aux grandes déconstructions, dont la déconstruction de Derrida, si au fond, l'époque contemporaine, est-ce qu'elle n'est pas dans une profonde méfiance par rapport à la figure de la vérité, au fond comme figure transcendantale, hein, d'assujettissement, une vieille figure qui remonte au plus loin hein, de toutes les techniques de gouvernement. Bon. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'affranchir franchement hein, et très pratiquement de ce paradigme pour oser dire au public, hein, c'est-à-dire aux enfants, aux générations, que, voilà, le nouveau mode de vie qu'on propose, c'est création. C'est-à-dire, c'est pas tellement on veut la paix. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la création? C'est qu'elle mobilise toutes les énergies libidinales et autres. C'est ça qui est intéressant dans la création. C'est que c'est un vrai problème, un vrai programme pour le déploiement de toutes les énergies libidinales. Alors que la paix pour la vérité, ce n'est peut-être pas recevable dans l'époque. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas à repenser cette affaire-là? Voilà, et repenser l'anamnèse, non pas comme primo-intuition ou primo-rétention primaire, voilà, et même comme attention, hein, attention, mais par contre, moi je garderais volontiers le deep, hein, deep attention. Mais alors ce serait deep investment, hein, le profond investissement dans le corps à corps qu'un penseur a avec ce à quoi il s'attelle et qui donne naissance à un superbe enfant. Ah, si j'ai cité tout à l'heure Diotima, c'est parce que c'est la phrase après celle que j'ai citée, c'est penser c'est engendré dans la beauté. Hein. Donc ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais je pense que, bon, à l'horizon de tout mon texte, ceux qui connaissent le bouquin de Derrida le savent, il y avait l'université sans condition de Derrida. Hein. Donc je me suis finalement, j'ai accompagné ce texte de Derrida. Et j'en ai repris pour une part le vocabulaire, pour une part seulement. Et puis par ailleurs, une très grande part de mon vocabulaire venait de Derrida ailleurs, dans d'autres textes. Pour moi, la question de la vérité, vous avez quand même dû remarquer que j'ai dit à un moment donné qu'il n'y a pas la vérité, donc il n'y a que des vérités. Et que les vérités sont toujours sous conditions de règles qui sont des conditions pharmacologiques, hein, dès qu'il y a une règle disciplinaire, etc. Bon, alors il faudra aussi parler de Foucault sur les disciplines et tout ça. Bon, je ne vais pas le faire, j'en ai parlé dans un bouquin, mais pour moi, la question de la vérité est loin d'être une affaire réglée, extrêmement loin d'être une affaire réglée. Et là, je trouve que vous allez un petit peu trop vite avec Deleuze, parce que c'est le côté de Deleuze dont je me méfie. Ça. Tout comme tout son discours sur le jugement, etc., je pense que ça va trop vite, personnellement. Et je pense que là, il faut repasser par Heidegger et la question de l'aletheia. Ouais, mais si vous voulez, pour moi, la question de la vérité, d'abord, là où je pense qu'on est tout à fait proche, il y a la vérité. D'abord, pour moi, c'est un processus véritatif. C'est un processus véritatif qui s'inscrit dans un processus d'individuation. Et ce processus d'individuation, en tant que simondonien, je dis qu'il n'est jamais individuel, il n'est jamais simplement psychique, il est toujours collectif, sinon c'est du vent. C'est ce que j'ai appelé de la merde tout à l'heure, pardonnez-moi de cette grossièreté, pardonnez-moi cette grossièreté, mais ce processus-là, là, Heidegger est important dans Platon et sa doctrine de la vérité, dans le commentaire de la République. Sachant que, puisque vous parlez de Platon, je viens de passer une année à faire un cours sur Platon. Pour moi, il y a des Platons, vous l'avez dit d'ailleurs, et il y a des périodes. Bon, je pense que, par exemple, le Platon du Banquet n'est pas du tout celui du Phèdre. Même s'il y a des tas de problématiques du Phèdre qui reviennent du Banquet qui reviennent dans le Phèdre, mais plus du tout dans les mêmes conditions. Plus du tout dans les mêmes conditions. Entre les deux, il y a la République, et la République, je considère, et je peux évidemment être totalement dans l'erreur, hein, mais je considère la République, c'est une bifurcation où Platon a fait un choix, certainement pas du tout délibéré, mais un choix, une décision s'est prise, il a quitté l'âge tragique. Et la République, c'est la fin du rapport de Platon avec le tragique.
Les tragiques, pour moi, ce sont ceux qui ne peuvent pas simplement opposer le corps et l'âme, qui ne peuvent pas simplement... qui ne peuvent pas poser une immortalité de l'âme, par exemple, ou ce genre de choses. Et ce sont les tragiques, ce sont ceux qui vivent dans le rapport aux immortels en tant qu'eux ne le sont pas et qu'ils ne le seront absolument jamais. Et ce sont justement ceux qui sont dans l'expérience du pharmacone. Parce que, je ne veux pas insister sur ces points, mais on traduit toujours, on dit toujours, quand il dit, c'est à Criton, il meurt et il dit va sacrifier un coq à Asclépios pour moi et puis il est mort. Bon, tous les commentaires c'est pourquoi le dieu de la médecine, etc. Mais c'est pas du tout le dieu de la médecine, c'est le dieu du pharmacone. Asclépios c'est celui qui a inventé les médicaments, c'est ça que dit la légende, et à partir de là il est devenu le fondateur des médecins, des Asclépiades comme on les appelait, mais et d'ailleurs le symbole d'Asclépios c'est le venin, c'est le serpent. Donc, je dis ça en passant. Sur Platon, il y aurait beaucoup à dire. Bon, beaucoup à dire, parce que j'ai un bouquin qui est ouvert qui s'appelle 1000 Platons. Voilà. Le titre c'est 1000 Platons. Il y en a beaucoup, en tout cas. Il n'y en a peut-être pas 1000, mais il y en a beaucoup. Quoi qu'il en soit, la question de l'aletheia, dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant qu'il faudrait... et l'anamnésis. C'est la question, pour moi, de la signifiance, en fait. Pour moi, la question de la vérité, c'est un régime de la signifiance. Ce que nous appelons la vérité, et au sens où cette expression de vérité, on va la décliner en parlant d'une façon d'interpréter une sonate de Schumann, en parlant d'une façon de démontrer un théorème de géométrie, en parlant de tant de choses, de questions de jugement juridique, c'est-à-dire de la vérité judiciaire, l'administration de la preuve, qui peut toujours tromper d'ailleurs, etc. Et j'y tiens absolument. Je pense que le fondement de la civilisation dont nous venons, nous les académiques, c'est avant tout l'expérience du critère de la vérité, qui est pour moi la vérité essentiellement un critère de sélection dans des rétentions, voilà, qui permet de transformer ces rétentions en protensions. Alors, ce critère, j'ai dit effectivement tout à l'heure que dans Husserl, et dans ce que Husserl définit comme étant l'universel, enfin la condition de possibilité de l'universel, ce que j'ai appelé tout à l'heure une expérience de la vérité, qui est une expérience de l'universel, à laquelle je tiens absolument, même si je suis absolument d'accord avec Deleuze pour dire, je l'ai cité d'ailleurs, que l'universel aujourd'hui, c'est le marché, premièrement, même si deuxièmement, je n'ai pas dit, mais j'aurais eu plaisir à dire tout à l'heure que lorsque je disais que la raison n'est pas extériorisable et n'est pas soluble, c'est la raison toujours en tant qu'expérience de la singularité absolue et non pas de l'universel. La raison, c'est l'expérience de la singularité. C'est-à-dire que la raison, c'est un objet du désir, mais c'est déjà présent chez Kant, dans la troisième critique. Pas forcément de manière très claire, mais c'est déjà présent. Et derrière ça, il y a la question du sublime, de l'infinitisation, de la sublimation que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas, je crois, évacuer la question de la vérité comme ça en disant c'est plus de saison. Je ne crois pas. Il faut la revisiter en totalité, ça je suis tout à fait d'accord, il faut passer par Wittgenstein aussi pour ça, il faut passer par énormément de critiques, et il faut mettre en question la vérité, ça bien entendu, j'en suis absolument d'accord. Mais non pas forcément pour reprendre à son compte ce que je citais de Derrida tout à l'heure, à savoir professeur, je ne sais plus comment l'expression, métier de professer la vérité, bon, mais c'est pas forcément pour reprendre cela, mais en revanche je ne pense pas qu'on puisse penser l'avenir de l'université et du monde académique en faisant l'impasse sur la question de la vérité aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'y tiens? J'essaie d'en dire un mot un tout petit peu plus précisément et je vais m'arrêter après. Et qu'est-ce que j'appelle le rationnel, qui n'est pas pour moi du tout ce qui est soumis au principe de non-contradiction et tout ça. Hein. Bon, je ne suis pas du tout dans cette conception-là du rationnel. Pour moi, le rationnel, c'est ce qui est capable de donner à faire l'expérience de ce que j'appelle les consistances, qui est une expression qu'on trouve chez Deleuze aussi, d'ailleurs, que je n'ai pas prise, moi, chez Deleuze, mais je l'y ai trouvée.
Voilà, il parle de consistance dans Différence et répétition, et puis ailleurs. Il en parle aussi dans le bouquin sur Bacon, et il parle de plan de consistance, là il en parle souvent. Bon. Et je pense que ça, c'est une expérience de la vérité. Cette expérience-là, qui passe bien sûr par la création, mais la création n'est pas... il ne faut pas choisir la création plutôt que la vérité. La création est une expérience de la vérité, et la vérité est une expérience de l'individuation, donc de la création, en l'occurrence de la création de soi. Ce ne sont pas des choses qui s'opposent pour moi. En revanche, je pense qu'un professeur, en tant qu'il est quelqu'un qui accompagne l'expérience, qui fait faire l'expérience de la vérité, c'est quelqu'un qui apprend à ceux à qui il professe, qui ne sont pas nécessairement des enfants, y compris à lui-même, parce que le premier qu'on élève, c'est soi-même, quand on est professeur, eh bien, il apprend la différence entre l'existence et la consistance. Et c'est une différence qu'il faut toujours réapprendre à faire, parce qu'on l'oublie tout le temps. Quand on a des accès de mélancolie, ce qui est mon cas, on a l'impression tout à coup que toute la consistance s'est diluée dans l'existence, qui elle-même n'est devenue qu'une pure subsistance. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, une expérience de la vérité, dont un des plus belles œuvres qui en rencontre pour moi est Andrei Roublev, qui passe par la question de la peinture à cette époque-là, et c'est une extraordinaire expérience de ce que je viens de dire, pour moi, une expérience vivante, voilà, qu'on retrouve dans le sacrifice aussi d'ailleurs. Alors quant à la paix, je comprends, parce que en écrivant cette chose hier sur la paix, je me disais, oh là là, tu devrais faire attention à dire ça. Parce que je fais partie de ceux qui posent qu'il y a un polémos, enfin moi je suis assez héraclitéen, etc. Bon, oui, mais simplement, je pense que, si vous voulez, il y a du polémos dans la cité grecque, mais c'est une cité qui s'est néanmoins logiquement pacifiée. C'est-à-dire que chez Héraclite, qu'est-ce que cherche à faire Héraclite? Il cherche à aller déposer devant Dicée des lois nouvelles. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse s'affronter pacifiquement. C'est-à-dire que et là, quand je parle de guerre, je ne suis pas en train de parler de la guerre. Je parle des millions de gens qui crèvent tous les jours, de faim, de soif, des 350 000 bébés qui naissent chaque jour et dont on se contrefout. Parce que c'est quelque chose dont on devrait être en permanence en train de... C'est ça qui devrait tous nous occuper en permanence. Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, je déteste la culpabilité. Et je m'en contrefous moi-même, parce que je suis bien obligé de mettre des contre-feux, si je puis dire, pour m'en contrefoutre. C'est-à-dire, je suis bien obligé, pour pouvoir travailler, de ne pas me laisser happer par cette guerre. Mais cette guerre existe, elle produit d'innombrables horreurs. On n'arrête pas de nous répéter depuis 50 ans qu'on est en paix, et c'est faux. C'est absolument faux. On détruit, si je parle de guerre, c'est parce que Paul Valéry parle de destruction, et que tout ce qu'on détruit en ce moment, c'est inouï, les champs de ruines que produit ce modèle soi-disant pacifique. Et je pense qu'il faut maintenant que les peuples exigent un traité de paix. Et un traité de paix d'abord économique. C'est-à-dire qu'il est fondamental de mettre un terme à cette destruction de tout par les chevaliers de l'industrie financière, je dis. C'était pas les chevaliers de l'industrie en général. Bon, c'est-à-dire les spéculateurs. Chevalier d'industrie, ça veut dire voyou, d'une certaine manière. Bon. Mais, et je pense qu'aujourd'hui, l'université, si elle ne peut pas se battre sur des projets, sur des objets de ce type, ne peut pas être crédible. L'histoire des îles Caïmans, dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si Tony Cascardi connaît cette histoire. Voilà, je l'ai apprise il y a quelques jours. J'ai un mail d'ailleurs qui m'a envoyé tout un dossier, mais j'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai demandé à cette personne qui vit en Californie, qui est un académique de Californie, et qui me dit, je viens de recevoir par un réseau de profs américains de Californie une information comme quoi maintenant on a fait une délégation de service public, en quelque sorte, à une société privée qui n'est même pas aux États-Unis pour évaluer les entreprises, les universités californiennes. Bon, j'ai pas regardé le dossier suffisamment pour en parler, mais c'est quelque chose d'horrifique. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans cette guerre économique dont je parle et qui sert à soumettre le monde académique à accepter cette situation de guerre. Voilà, c'est ce que je crois. Alors, je termine en disant que, si vous voulez, je défends, moi, que dans ce qu'on a appelé vérité, justice, et le vrai, le juste et le beau, dans cette trinité fondatrice de la pensée grecque,
il y a quelque chose de fondamental qui est en fait l'idéalisation. Voilà. Qu'on retrouve chez Deleuze d'ailleurs, non pas sous ce nom-là, mais dans Qu'est-ce que la philosophie, dans le bouquin qu'il a fait avec Guattari. Et alors, qu'on appelle ça le beau, le juste, le vrai. Le beau aujourd'hui est dans une époque où le beau ne fait plus de sens dans l'art contemporain. Est-ce que c'est une question encore? Ben oui, bien sûr que c'est une question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de toute la question du beau dans une société où on ne veut plus l'appeler comme cela? Mais ça reste évidemment une question. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la question du beau n'est plus la question de l'art contemporain que la question du beau ne se pose plus dans la société contemporaine. Donc voilà, je pense que tout cela, il faut y aller avec une certaine mesure, mais dans tous les cas, en posant, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, que la question qui est fondamentale derrière tout cela, c'est l'idéalisation, et une idéalisation qui n'est pas, qui est compatible, si je puis dire, avec un matérialisme, quoi. Voilà, c'est-à-dire une idéalisation qui relève, je dirais pas d'un matérialisme enchanté comme Elisabeth de Fontenay, parce que c'est pas tout à fait à ça que je pense, mais justement de Simondon. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, chez Simondon, ce qui n'est plus de la matière, mais des processus d'individuation qui passent par de la matière et de la forme, ça, c'est véritablement, il y a de l'idéalisation à l'intérieur. L'individuation, c'est essentiellement un processus d'idéalisation, l'individuation collective. Tu dis, enfin, beaucoup disent aujourd'hui, le marché, c'est universel. Il faut qu'il y ait de l'universalité, il faut qu'il y ait de l'intelligibilité. Alors, l'intelligibilité suppose quelques rationalités. Alors, les tenants de l'universalisme du marché, je pense à Hayek, ont toujours dit que le marché était irrationnel, qu'on ne pouvait déployer qu'une rationalité limitée. Donc, d'une certaine manière, la logique du marché pourrait soutenir qu'elle n'est pas universaliste, puisqu'elle est dans un renoncement à l'hypothèse d'une rationalité universelle, à laquelle elle substitue le couple rationalité-calculable, enfin, la ratio instrumentale du calcul, la logistique, par opposition à un marché rationnel qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas pensable, et donc qui échappe à toute rationalité, à toute position d'intelligibilité qui serait humanisante. Donc je ne sais pas si il faut avaliser la thèse d'un universel qui serait la loi du marché, avec une addition, je voudrais dire, c'est que la plupart des économistes organisent les marchés. C'est-à-dire quand on dit qu'un marché est une spontanéité, aucun économiste qui est dans une position de gérer, même les spéculateurs, ont des calculs d'organisation par rapport au processus d'échange et de spéculation qui ne sont pas justement totalement spontanés et rationnels, puisqu'il y a une calculabilité qui est à l'œuvre. Donc voilà, il y a un champ de problème là qui semble à interroger. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non mais moi je ne voulais pas dire en citant Deleuze que le marché était l'expression universelle, hein, bien entendu. Et c'est pas ce que veut dire Deleuze non plus. Hein. Ce que je voulais simplement dire, c'est que aujourd'hui, enfin, ce que je crois d'abord que Deleuze veut dire, quand il dit ça, c'est quand il termine en disant que le marketing est la science de notre époque, quoi. J'ai toujours entendu, moi, comme une réponse à Heidegger, qui disait que la cybernétique était la science de notre époque. C'est une manière de répondre, mais non pas du tout. C'est le marketing. Cela dit, marketing et cybernétique, ça marche très très bien ensemble. Non, en revanche, derrière cela, il y a évidemment, je crois en tout cas, une opposition à un primat de l'universalisation ou de la valeur de l'universel chez Deleuze, hein, pour des raisons qui ont affaire avec ce que vous disiez, hein, et où il se méfie énormément de toutes ces conceptualités, et où il affirme le singulier. Voilà, ce qui doit être pensé, c'est le singulier, c'est pas l'universel. Bon. Il ne dit pas exactement comme ça, mais en gros, c'est quand même souvent comme ça que c'est rapporté. Bon, je pense que, moi je n'oppose pas le singulier et l'universel. Je pense que la condition d'accès à l'universel, ça passe par la singularité, c'est-à-dire par l'expérience du singulier. Je pense que sans l'expérience du singulier, il n'y a tout simplement pas de possibilité d'accéder à quelque chose comme l'universel. L'universel n'est pas meilleur que le singulier ou moins bon. Mais toutes ces questions, en revanche, sont très très compliquées parce que, par exemple, on distingue très peu dans la pensée classique depuis l'origine particulier et singulier, par exemple. Et le singulier, c'est absolument pas du tout le particulier. Alors lui, Deleuze le distingue, mais dans tout le discours sur l'universel s'oppose au particulier en général, et pas du tout au singulier. Bon, et donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus. Maintenant, la question des marchés, du marketing et tout ça, c'est la socialisation de la ratio comme calcul. Donc ce qui est derrière tout ça, c'est le problème du calcul.
à un moment donné, Heidegger en parle énormément, Deleuze n'en parle pas dans le même sens tout à fait, mais il n'ignore pas non plus, parce que, par exemple, différence et répétition, ça passe par ce discours de Heidegger, etc. Voilà, à un moment donné, la ratio devient essentiellement un rapport à la calculabilité, et moi je pense que c'est là que l'universel calculable, si je puis dire, il y aurait un universel efficient, une efficience de l'universel qui serait l'universel calculable. Et Deleuze dit dans ce texte-là, bon ben voilà, l'universalisation, ce qu'on nous présente comme la conquête de l'universel, en fait c'est à ça que ça a conduit. Voilà. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'universel n'est absolument pas réductible au marché. Tout au contraire, pour moi. Pour Deleuze, je ne sais pas, mais pour moi en tout cas, non. Bien sûr que non. Tu insistes plus que d'habitude sur le fait que cet universel, il est lié à un universel géométrique, des géomètres. Est-ce que tu pourrais revenir un instant là-dessus? Sur l'infini, par rapport à... Si tu veux, pourquoi est-ce que j'insiste sur la géométrie? C'est tout simplement parce que moi je suis le fil Husserl. Hein. Bon, c'est pas seulement pour ça, mais c'est quand même essentiellement pour ça. C'est-à-dire que moi, je pense que si j'apporte un truc un peu intéressant en philosophie, c'est le concept de rétention tertiaire. Voilà. À partir du moment où il s'articule un petit peu avec un truc extrêmement élaboré, qui est magnifique, qui est le concept de rétention de Husserl. Mais qu'on trouve déjà chez Diotima. Hein, je tiens à insister sur ce point. C'est-à-dire que moi, je fais remonter ça à Platon et même avant Platon, ces questions. C'est pas phénoménologique chez Diotima. Non, mais bien entendu que c'est pas phénoménologique. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que justement, chez Husserl, ça n'est plus phénoménologique à la fin. Parce que, parce que je pense que précisément, dès lors qu'il pose que l'écriture, le polissage de la surface de marbre, etc., deviennent constitutifs de l'universel, c'est justement plus phénoménologique. Et c'est ça que les Husserliens veulent pas en entendre parler, parce que ça c'est des conneries, c'est une mauvaise lecture d'un type qui n'a jamais lu Husserl, et les anti-Husserliens disent, mais ça arrive tout à fait à la fin, ça compte pour du beurre, ça fait 20 pages à peine, bon. Mais non, mais c'est très très important. C'est un basculement fondamental et tout le parcours de Derrida repose sur ce basculement. Et c'est pas rien quand même le parcours de Derrida. Alors, cela étant, pourquoi néanmoins, je dirais que même sans Husserl, j'aurais tendance à faire comme lui. Bon, moi je m'intéresse beaucoup à la question de l'origine de la philosophie et de l'origine de cette nouvelle façon de penser, en posant que l'origine, on ne peut jamais y accéder que par défaut. Donc, de toute façon, je n'y arriverai absolument jamais, et que précisément, c'est ce que dit Husserl d'une certaine manière, parce que ça n'est que par le défaut de ce pharmacone, il ne le lit pas, ça, Husserl, mais c'est une conséquence de la lecture que j'en fais, que je peux, en fait, si je puis dire, y accéder en n'y accédant pas. Hein. Cela étant, qu'est-ce qui se joue dans l'expérience géométrique? C'est l'expérience de l'apodictique. Et alors là, je pense que c'est là que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Jean-François Nordman. Moi, je considère que l'apodictique, c'est quelque chose d'irréductible. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est effectivement, qui a émergé en Grèce, qui passe évidemment par l'expérience géométrique. Pourquoi Platon, nul n'entrécide signe géomètre, toutes ces choses que tout le monde absolument connaît. Et moi, personnellement, ma Bildung est passé par la géométrie. Le jour où j'ai été amené à démontrer mon premier théorème de géométrie, j'ai changé du tout ma façon de voir le monde. Et pour moi, c'est une expérience irréductible, absolument irréductible. Non pas de la démonstrativité certaine, mais d'une certaine expérience de la signifiance sur un mode particulier qui est celui de la géométrie. Qui ne peut pas dissoudre l'expérience de la signifiance du renard, bien entendu, qui ne peut pas dissoudre l'expérience de la signifiance de l'amour, par exemple, au sens où Badiou en parle si bien, et de tant d'autres expériences, comme par exemple l'expérience de la justice et de l'injustice, qui sont aussi des expériences de tout cela. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'avec l'expérience, voilà, je répète toujours à mes étudiants, pratiquement à chaque fois que je commence un cours, pour des nouveaux en philosophie, je leur dis toujours... Les fondateurs de cité, ils sont géomètres, poètes, donc ils sont nomotètes, enfin fondateurs de cité, géomètres, poètes et physiologues. Mais le rapport à la géométrie est fondatif du lien entre les trois autres, pour moi. C'est absolument une évidence. Bon. Ça n'a pas été le cas en Chine? Non, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il y a une géométrie chinoise, mais qui n'est pas apodictique. Et j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec des Chinois. C'est pas moi qui ai abordé le sujet, ce sont eux.
Parce que je veux dire, en Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Voilà, chez les gens qui connaissent en tout cas la pensée occidentale, c'est une obsession même. L'idéalisation, c'est justement ce qui caractérise l'origine de la géométrie, le proto-géomètre, et qui caractérise l'accès et le développement des sciences politiques. Il me semble que nous sommes réunis, si on veut développer l'attention rationnelle, il faut passer par une critique radicale de tous ces assujettissements techniques et industriels et scientifiques, des sciences positives, qui sont le fruit de l'idéalisation. Il dirait par contre, il me semble, que si on veut déprolétariser les esprits, il faut au contraire valoriser ce qui est produit par l'idéation, c'est-à-dire ce qui relève de l'essentiel de la politique, de l'expérience humaine. Alors, je ne suis pas sûr d'être... Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais voilà, il me semble qu'il y a chez Husserl, il ne pouvait pas vous suivre dans votre idée finalement de ne pas résister et de jouer le jeu. Ah non, j'ai pas du tout dit ça. Hein. Pas du tout dit qu'il fallait jouer le jeu. Surtout pas. J'ai fini. C'était mon dernier point. Non, mon dernier point consistait à dire qu'il faut revenir à un projet critique, à une nouvelle critique du monde industriel. On est dans le monde industriel, on n'est pas dans le monde de Kant, mais par contre, je pense qu'il faut refonder une critique. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut jouer le jeu, je dis exactement le contraire. Mais en revanche, sauf à dire que le jeu, c'est le jeu du monde, dont parle Héraclite ou Fink ou je ne sais qui, mais à ce moment-là, pourquoi pas, mais... non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais je pense que, oui, vas-y. Je pense qu'il y a une ambivalence dans ton refus du concept de résistance. Parce que je pense que quand tu refuses la résistance, ce que tu refuses dans la résistance, c'est l'idée du refus, justement. Je pense que c'est l'idée d'une opposition, d'un refus, ou d'un retrait. Mais il peut y avoir une autre compréhension de la résistance qui ne s'oppose pas du tout à ce que tu thématise. C'est là que c'est compliqué. À mon avis, je suis beaucoup plus proche là de Deleuze que de Derrida ou de Lyotard, et que je crois que ce qui est en jeu, c'est l'invention. Mon problème, c'est pas. Je ne refuse pas la résistance. Mais la résistance peut être inventive. Oui, mais et elle je dirais que le problème n'est pas la résistance. Et bien entendu qu'il faut résister. J'arrête pas de résister en permanence. Mais d'ailleurs, j'ai écrit tout un texte que tu as lu qui s'appelle Résiste et qui est un commentaire d'une chanson que chante France Gall dans un film de Alain Resnais. Et par ailleurs, la résistance, j'en ai parlé tout récemment d'ailleurs avec la femme d'un ancien résistant, à qui je disais, j'habite dans un endroit qui n'est pas très loin où Canguilhem avait son hôpital de campagne où il y avait beaucoup de résistants. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces résistants? Ils étaient en train d'inventer le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire d'inventer quelque chose d'autre. C'est-à-dire que résister c'est très bien, mais si on n'est pas en train de proposer quelque chose d'autre, ça sert à rien. Et ça sert à se replier sur soi, entre soi. Moi, l'entre-soi du monde académique me dégoûte. L'entre-soi du monde artistique me dégoûte. L'entre-soi du monde politique me dégoûte. Ce qui compte, c'est le monde. C'est-à-dire ce qu'Hannah Arendt appelait l'être ensemble. Et ça me dégoûte. Maintenant, sur ce que vous disiez à propos de l'idéation et de l'idéalisation, là, vous avez tout à fait raison de rappeler cette différence, elle est absolument fondamentale. Ce que dit, je crois, c'est dans la première recherche logique qu'apparaît cette thématique chez Husserl, si je me souviens bien, Husserl dit que spontanément, tout être qui parle idéationne, si je puis dire, produit de l'idéation. Et cette idéation, c'est tout simplement le pouvoir de généraliser. Et donc, ce pouvoir généralisé, c'est le pouvoir d'intentionnaliser. C'est-à-dire, dès lors que j'idéationne ou que je généralise, j'intentionnalise, donc je vise nécessairement un noème, même si je ne suis pas dans une démarche apodictique, par exemple.
même si je ne suis pas dans une démarche d'idéalisation. Ça arrive au début même des travaux de Husserl, enfin pas tout à fait au début, mais après 10 ans de travail de Husserl. Tout à fait à la fin, dans ce petit texte, ça ressurgit à travers la question de l'idéalisation qu'est la géométrie, comme étant tout à coup, l'idéalisation, ça passe par « je polis du marbre ». Tiens, alors l'idéation n'est plus simplement dans le fait de parler, mais dans les gestes. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le corps arrive, après des analyses du corps d'ailleurs qui sont absolument formidables dans ce qu'on appelle, ce qu'on a traduit par les recherches pour la Constitution. Ce que vous disiez, c'est il ne faut pas jouer le jeu, vous m'avez dit, enfin, vous disiez que j'avais proposé qu'on joue le jeu. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Ce que j'essaye de dire, bon, j'ai pas mal écrit sur la crise de Husserl, bon, où il critique la grammatisation, enfin l'algébrisation, pour moi c'est un cas de la grammatisation, l'algébrisation des mathématiques, la perte des intuitions originaires justement par la calculabilité automatisée, les symboles automatisables. Il ne connaît pas l'informatique, mais il commence déjà à en parler. Bon. Et etc., etc. Il est en train exactement de décrire ce que je dis sur la prolétarisation. Mais il faut, voilà, ce que j'essayais de vous dire moi, c'est qu'au moment où il écrit ce très gros livre, qui est d'ailleurs à mon avis une réponse à Heidegger, à l'historialité, etc., eh bien, il fait cette conférence sur l'origine de la géométrie où il pose que, contrairement à ce qu'il avait toujours dit, à savoir que l'empirique ne pouvait, enfin voilà, qu'il y avait le transcendantal d'un côté, l'empirique de l'autre, eh bien, il y a ce que Deleuze appellerait un empirisme transcendantal. Moi, je ne veux pas appeler ça comme ça, parce que si c'est empirique et transcendantal en même temps, pour moi, ça ne veut rien dire. J'appelle ça du métempirique, c'est pas du tout la même chose, hein, et j'appelle ça de la transcendantale. Bon, mais ça, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais... Et tout à coup, il est en train de poser que, en fin de compte, il y a une technicité du nous, voilà, de la vie de l'esprit. Et ça n'est qu'à partir de là qu'on peut refonder quelque chose. Ça peut passer par de la résistance si vous voulez, ça m'est égal. Mais si ça n'est pas capable de produire de l'invention, ça ne m'intéresse pas. Il ouvre la possibilité d'une invention, c'est-à-dire de faire en sorte que, par exemple, toutes ces nouvelles formes d'hypomnémata dont je parlais tout à l'heure puissent produire quelque chose de bien. Et moi, je redis à Marc que pour moi, ça produit des tas de trucs bien, ces hypomnémata. Et que ce qui est triste, c'est qu'on n'arrive pas à le voir, justement, qu'on ne le théorise pas dans les universités, qu'on n'en fasse pas des travaux, je dirais, suffisamment approfondis pour que on soit capable de dire à un moment donné, nous ne sommes pas à vendre à la guerre économique, nous sommes des gens du monde académique, nous avons une certaine conception, appelons ça vérité, création, comme vous voulez, mais et voilà nos conditions. Nous sommes sous conditions, mais voilà les conditions qu'on va négocier. Et en tant qu'on dira ça, alors on commencera à jouer le rôle que Socrate assigné aux philosophes, c'est-à-dire de travailler pour la cité, pas pour l'académie. Socrate ne connaissait pas l'académie, il habitait dans la rue. Donc Socrate, il travaillait qu'est-ce qu'un philosophe pour Socrate? C'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte que la cité s'individue collectivement. Un point, c'est tout. Selon des critères qui sont des critères qui sont hérités de 4 siècles déjà d'expérience apodictique. Enfin, 4 siècles, je vais peut-être 3 siècles. C'est vrai que tu dis que les hypomnémata produisent aussi de l'invention, etc. Mais moi, je trouve, tu ne m'empêcheras pas de penser que tu as une tendance, une pente naturelle, peut-être mélancolique, à mettre beaucoup l'accent sur ce que ça produit. Je le mets, enfin Marc, je le mets parce que tu vois, je viens de sortir d'une émission sur France Inter, je me permets de te la signaler, où je viens de passer 1 heure à discuter avec un psychiatre avant de venir ici, qui ne parle que de cette pathologie qui est absolument dominante et qui affole absolument tout le monde, y compris le marketing. Mais aujourd'hui, c'est des boîtes de marketing qui viennent me voir en me disant tout ce que vous dites, on l'observe partout, c'est une catastrophe. Et voilà, donc il serait quand même temps que, alors que les gens du marketing, les gens des banques, aujourd'hui les gens de l'industrie, il faudrait peut-être temps que tu t'en aperçoives toi aussi. Parce que c'est quand même, mais oui, parce que c'est super grave. Il ne faut pas démissionner devant ce négatif-là. Il y a du négatif, il est extrêmement dangereux, il faut le combattre. Le combattre, pour moi, ça ne consiste pas à dire ou que ça n'existe pas, et que tout va bien, Madame la Marquise, ou que c'est dégueulasse et qu'il ne faut pas se compromettre avec ça. Non, le combat, ça consiste, et c'est ce que j'essaie de vous dire. On est dans une condition pharmacologique, il y a des moments où le pharmacone est ultra toxique, et que la seule manière de lutter contre cette toxicité, c'est premièrement de l'avoir identifié, analysé et critiqué. Et deuxièmement, de renverser la toxicité du pharmacone en une cure, en un dispositif curatif. C'est, je crois, ce qui manque à la déconstruction.
C'est pour ça que je disais qu'il manque à la déconstruction une pharmacologie positive. Et ça, c'est ce que je crois que Husserl a découvert à la fin, et c'est grâce à ça que Derrida est devenu Derrida. C'est parce qu'il a compris que Husserl avait découvert quelque chose là. Mais cette pharmacologie positive, c'est à nous de la faire. C'est du boulot, bien sûr. C'est fatigant. Ça, c'est sûr. On va devoir rester là. Merci beaucoup. Merci à vous.